Jusqu'en 1978, date du premier enfant né par fécondation in vitro en France, le statut juridique d'une mère suit le principe de droit romain irréfragable mater semper certa es, qui indique que la mère est toujours certaine, autrement dit toujours connue, en opposition au statut du père pater es semper incertus. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales définit la maternité comme suit. Le fait d'être mère, les droits, devoirs, sentiments et attitudes liés à cette fonction. À l'heure actuelle, les avancées scientifiques et les changements sociétaux rebattent les cartes de cet adage latin et interrogent sur ce que signifie être mère. S'agit-il d'un statut juridique, d'un devoir, d'une position affective, psychique, d'un état corporel? Et qui détermine qu'une mère est mère? Est-ce l'enfant, le père, l'autre personne du couple, soi-même, la société? L'expérience clinique et personnelle sera ici mon fil conducteur, prenant appui sur la pratique psychanalytique d'association libre et la théorie psychanalytique. Nombreuses sont les discordances concernant l'interprétation de la position freudienne quant au devenir mère chez la femme. Quand certaines disent que la femme avec Freud se libère d'un destin de mère, d'autres soulignent à contrario que Freud pense que l'accomplissement d'une femme passe d'abord par la maternité. Le sujet ainsi divise. Dans un registre similaire, les positions théoriques hétérogènes soutenues par certains post-freudiens au sujet de la maternité ont contribué à donner une représentation rigide de la psychanalyse dans laquelle il existerait une façon toute désignée d'être mère. Ce positionnement ne rend pas hommage à la discipline, dont l'essence même consiste, à mon sens, à la créativité, et s'inscrit dans une position dynamique, offrant la possibilité à la femme qui devient mère de construire cette position qui lui sera singulière. Partant des écrits freudiens, je fais le constat que l'occurrence maternité en est absente. Freud évoque la femme qui devient mère, positionnant ainsi la femme au cœur de l'événement. Être mère est une expérience corporelle dont, dit-il, l'ébranlement de l'accouchement peut jouer comme une cause occasionnelle, déclenchant les symptômes névrotiques des prédisposés. La lecture de Freud nous enseigne que l'accomplissement du développement sexuel de la petite fille, qui deviendra femme, se trouve dans le désir d'enfant. Sa pratique clinique démontre la présence d'une équivalence symbolique entre le désir du pénis et le désir d'enfant, conséquence du complexe de castration. Freud dit « La situation féminine ne s'établit vraiment que lorsque le désir du pénis est remplacé par le désir d'avoir un enfant, ce dernier suivant une vieille équivalence symbolique devenant le substitut du pénis. C'est seulement avec l'arrivée du souhait du pénis que l'enfant, poupée, devient un enfant reçu du père et désormais le plus fort but souhaité par la femme. Alors, l'enfant désiré du père vient à la place du pénis. Sol Apparitio dit « Il vient occuper la place d'un manque, il se substitue au pénis manquant, celui que la mère a refusé et dont la fille sait désormais qu'elle ne l'a pas. » La féminité trouve ainsi pour Freud son expression non pas dans l'équivalence enfant égale phallus, mais dans une substitution qui ne peut s'opérer qu'après la découverte de la castration maternelle. Partant de ce postulat freudien, l'enfant comme équivalence au désir de phallus, comment comprendre le surgissement de cette tendance actuelle dans laquelle de plus en plus de femmes déclarent ne pas désirer d'enfant? Une première enquête, récemment parue, rapporte que la moitié des femmes sondées font le constat qu'un projet de maternité n'est pas indispensable à leur épanouissement personnel. La majeure partie d'entre elles souhaitent continuer à vivre sans assumer de responsabilité parentale. Une seconde enquête énonce que l'une des causes principales à ce refus de la maternité réside dans le fait de ne pas perdre leur liberté. Ce désir de plus en plus marqué des femmes induit-il que l'enfant ne constitue plus un substitut phallique suffisant pour qu'il soit désirable? La question est ouverte. Que des femmes qui n'ont pas le désir de devenir mères se donnent le droit de ne pas faire d'enfants témoigne, il me semble, d'une avancée sociétale majeure, tant pour elles-mêmes que pour ces enfants qui ne naîtront pas. En effet, un projet de maternité n'est pas indispensable à l'épanouissement d'un être, et assurément, un désir décidé est nécessaire pour accepter la responsabilité parentale. L'élément particulier qui retient ici mon attention est ce que recouvre cette volonté de ne pas perdre. Ce refus de perdre me semble nourrir une illusion qui s'inscrit dans le sens d'une protestation de plus en plus présente dans notre société à l'encontre de la castration symbolique.
Ne pas perdre, c'est aussi ne pas vouloir se séparer de ses attaches oedipiennes notamment. Lacan attire notre attention sur l'étymologie latine de séparer. L'origine du verbe résulterait soit de se paro, radical de separar, soit se pario, radical de separere. Par ailleurs, fait notable, le verbe sevrer a pour racine le même verbe latin separar, et il signifiait, avant le XIIIe siècle, séparer. C'est à compter de cette époque qu'il prend le sens connu actuellement de sevrer un enfant du sein maternel, le séparer du sein. Lacan ajoute que parere désigne mettre au monde, et le mot parturition lui-même ainsi se trouve s'originer dans un mot qui, dans sa racine, ne veut rien dire d'autre que procurer un enfant au mari. Ainsi, se séparer est intrinsèque à l'expérience de maternité. Devenir mère implique donc une séparation aboutissant sur une rencontre avec la perte. La perte d'un statut, d'un corps qui se trouvera modifié par l'expérience et ne sera plus jamais celui d'avant. Cette rencontre se vit différemment selon la femme et son histoire. La naissance d'un enfant est un bouleversement à bien des égards. Les premières semaines de vie d'un nourrisson font appel à une pluralité d'émotions souvent intenses. La dépendance inhérente du nouveau-né demande une grande disponibilité psychique et physique. Cette expérience inédite peut être vécue comme un temps de vulnérabilité et parfois de fragilité. Il est désormais connu qu'une proportion conséquente de femmes éprouvent au sortir de leur accouchement et durant les premières semaines un sentiment de tristesse plus communément appelé baby blues. Il est aussi su que cette tristesse passagère peut se muer en un sentiment plus profond, s'accompagnant entre autres d'un épuisement, d'une culpabilité excessive et d'une irritabilité s'apparentant à une dépression du postpartum. Les autorités de santé publique se font plus alertes sur la question de la maternité depuis le repérage d'un phénomène notable qu'est le suicide en postpartum. Devenue la première cause de décès maternel, la France en détient l'un des taux les plus élevés d'Europe. Dans une visée préventive et dans le but de dépister cette détresse maternelle, l'assurance maladie met en place depuis le 1er juillet 2022 un entretien postnatal précoce, systématique, réalisé par une sage-femme ou un médecin. À la suite de ce premier entretien, un second peut être proposé afin de continuer l'accompagnement s'il le juge nécessaire ou à la demande du ou des parents. Cette initiative est un premier pas, mais ne constitue pas, à mon avis, une proposition suffisante. L'élément manquant à cette initiative est le travail de partenariat, dispositif théorisé par M. De Amorim, qui consiste, au nom de l'autorité du transfert, à ce que le professionnel du corps médical puisse orienter la personne vers un psychanalyste. Pour qu'il soit suivi des faits, le précieux travail de repérage des sages-femmes et des médecins requiert une continuité et une transmission à une personne formée à accueillir la détresse des jeunes mères. Des rencontres régulières peuvent ainsi s'instaurer, favorisées par la conification du transfert, qui consiste en une greffe de transfert médical vers le psychanalyste. C'est une citation d'un texte de M. Damery. Cette stratégie clinique permet que chacun occupe sa position et ainsi que les femmes devenues mères puissent être accueillies. À cette perspective préventive s'ajoute un élément dont la prise en compte me semble encore mésestimée. La présence d'un autre, plus précisément du père, est un paramètre qui m'apparaît essentiel dans l'accueil d'un nouveau-né. La traversée psychique et corporelle que représente un accouchement et la naissance d'un enfant est d'autant mieux vécue lorsqu'il existe un maillage autour de la mère. Qu'il s'agisse du père, du corps médical, du psychanalyste, mais aussi de la présence de femmes bienveillantes qui ont déjà eu cette expérience ou bien qui vivent conjointement cet événement relève d'une ressource considérable. Enfin, et pour conclure, qu'il s'agisse de femmes qui ne veulent pas être privées de la portion détachée d'elles qu'est l'enfant, c'est une citation de Freud, ou bien de celles qui ne veulent pas être privées de leur liberté, la lutte révèle un trait commun, celui du refus de la castration symbolique. Pourtant, Freud, dans une lettre à Abraham, signale « C'est par la castration qu'on devient femme ». Le procédé qu'est la psychanalyse a pour visée de nous accompagner vers cette castration symbolique qui nous dépouille et dégonfle notre moi, notamment par l'expérience de séparation,
progressive, multiple et répétée. Ainsi, à la question de départ, une perte peut-elle être joyeuse ? Je fais l'hypothèse que lorsque la castration est au rendez-vous, oui, car perdre n'est plus un enjeu. Cela ne constitue plus un moyen de souffrance. L'épreuve de castration reste une expérience de chaque jour. Cependant, la voie est désormais ouverte et le chemin libidinal construit. Merci pour votre écoute.